On lui a dit qu'elle avait ni le physique ni le talent pour être comédienne. Elle a été nommée aux Oscars. On lui a dit qu'elle n'était pas faite pour ce métier. 60 ans après, elle est toujours sur les planches. 1000 vies, des non-dits, les hommes, l'amour, 7 petits-enfants et toujours devant la caméra. Tellement, mesdames. Qui je suis? Une bonne Française moyenne. Bonjour Marie-Christine Varro. C'est commencé? C'est commencé, ça commence. J'ai commencé comme votre livre que vous avez sorti en 2023. C'est si merveilleux de vous recevoir. Je suis tellement contente. Bon, ben ça commence bien. Alors. Mais ça commence bien. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge? Le jour du printemps, Le jour du printemps, j'aurai 82 ans. 82 ans. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 82 ans? Est-ce que c'est juste un âge ou est-ce que c'est un genre de conquête quand même? Alors, comme j'étais sûre qu'on allait parler d'âge, il se trouve que ce n'est pas un sujet pour moi, l'âge. Ouais. J'ai toujours été totalement adaptée à l'âge que j'avais, à tous les âges. Et je trouve que je suis de toute façon beaucoup plus adaptée à mon âge aujourd'hui que je ne l'étais quand j'étais adolescente, où c'était beaucoup plus compliqué. Pour tout le monde, d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Hein. Mais Je peux me permettre de vous couper? Pourquoi vous dites que vous êtes plus adapté à votre âge aujourd'hui? parce qu'aujourd'hui, j'aime tout de mon âge. Et ça veut dire quoi? J'aime tout. C'est J'aime- génial de dire ça. J'aime tout de mon âge, j'aime la façon dont je peux vivre à mon âge, j'aime le fait qu'à partir d'un certain moment, on n'est plus encombré par un certain nombre de choses, dont le fait de vouloir séduire, vouloir être jeune, vouloir être belle, vouloir être la plus belle. Et tout ça, c'est absolument calmé. Et il y a une espèce de sérénité qu'on a, à mon avis, à cet âge-là, et pas tellement avant. Mais je pense que la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir eu la vie que je désirais avoir. Ouais. Et que j'ai rempli mon contrat avec moi-même quand je me souviens de moi à 12-13 ans et que à cet âge-là, on rêve sa vie. Et j'ai l'impression que j'ai la vie que je rêvais d'avoir. Oh, c'est merveilleux. Donc c'est ça qui fait que je suis vraiment bien. La seule chose, je voudrais que ça dure, c'est tout. Ouais, c'est Bon, ça. mais on verra bien. Hein. Si ça ne dure Ça pas, de va toute durer. façon, c'est déjà merveilleux d'être arrivé jusque-là avec autant de joie. Bien, oui. D'ailleurs, la joie, c'est très important. Vous en Ah parlez oui, souvent. c'est mon mot, la joie. Oui, c'est votre mot. Ouais. C'est quoi la différence pour vous entre la joie et le bonheur, par exemple? Parce que la joie, c'est une vertu, la joie. C'est quelque chose qu'on entretient. Le bonheur, c'est un état qui vous est donné peut-être, les événements, les gens, tout ça. Et on ne maîtrise pas le bonheur. La joie, on la maîtrise parce que la joie, on peut décider qu'elle est toujours là, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments de cauchemar où objectivement, on est malheureux. Enfin, on a toutes les raisons d'être malheureux. Et la joie peut être par-dessus ça et être toujours là. Et ça dépend de nous, la joie. Comment on fait justement pour que la joie soit toujours en nous, même dans les moments difficiles? Eh ben, on le Quand vous dites décide on la déjà. cultive, On le décide. On le décide. J'ai une amie qui m'a raconté un jour, elle a perdu 3 enfants. Et quand elle a enterré son 3e enfant, son mari était venu et lui avait dit tout d'un coup, tu sais, il ne faut pas qu'on perde la joie. Et moi, il y a longtemps qu'elle m'a dit ça. Et je me suis dit, voilà, c'est ça exactement, c'est ça la clé de la vie. Et je le sais aussi parce que j'ai vécu quand même des choses difficiles et qui auraient pu m'abattre. Et que j'avais à la fois la douleur et en même temps, j'ai dit, je ne perdrai pas la joie. La joie, en fait, c'est vraiment, je dis, c'est une vertu. C'est une vertu. C'est quelque chose d'actif, la joie. Oui, c'est très dynamique. En Ouais. fait. Vous savez, je ne sais pas si je vais oser, mais je vais oser quand même. J'aurais pu très bien faire cette interview, commencer cette interview en vous parlant des non-dits qu'il y a eu dans votre vie, en vous parlant des 55 films que vous avez faits, de toutes les pièces de théâtre. J'aurais pu, mais j'ai décidé de vous parler de sexe, en fait. Parce que, non mais parce que, moi je suis comme Roger Vadim, que vous avez tant aimé. Franchement, je vous ai découverte dans le livre que j'ai lu. C'est-à-dire, je vous prenais un peu comme une femme très intellectuelle et très sage. C'est ce que disait Vadim. C'est ce que disait Vadim. Et j'ai découvert que vous étiez une grande Une coquine. gourgandine. Il m'appelait gourgandine. La gourgandine. Moi, je dirais une coquine. Mais c'est vrai, vous êtes une coquine. Non, je ne suis pas une coquine. Non, parce qu'il y a quelque chose que je déteste, en tout cas, c'est la coquetterie.
C'est D'accord. ces femmes qui disent non en pensant oui, en disant oui, madame, oui, madame. Moi, je suis assez directe quand même. Ah ça, vous êtes direct. Oui, je suis Parce que vous directe. dites quand même, vous dites que le meilleur moyen d'une personne à une autre, c'est en fait le sexe. Ben, je pense que le sexe est un moyen de connaissance, ça c'est sûr. Bon, alors, il faut donner de sa personne. Mais moi, de ce côté-là, je veux dire, je suis assez généreuse. Enfin, j'étais, parce que tout ça, c'est du passé. Pourquoi tout ça, c'est du passé? Ah non, parce qu'aujourd'hui, le sexe n'existe plus pour moi. Alors attendez, là on est sur deux choses très importantes. Pourquoi aujourd'hui le sexe n'existe plus pour Parce que vous? ça m'intéresse absolument plus. Après vous avoir Oui. tellement intéressé. Ben oui, mais justement, j'ai beaucoup donné. Et vous avez beaucoup donné, c'est pour ça. Non, mais aujourd'hui, j'ai plus du tout de désir. J'ai des désirs d'amitié, de relations très fortes avec les gens, mais justement, ça ne passe plus par le sexe. Quand je D'accord. vous dis que la vieillesse est aussi une façon de se débarrasser de certaines choses, Ouais, parce que moi, je pense que quand même, le monde irait beaucoup mieux s'il n'y avait pas l'argent et le sexe. Quand on voit toutes les exactions qui Bien qui sûr. existent et qui sont basées sur le sexe et l'argent. Bon, évidemment qu'on ne peut pas enlever le sexe de la vie des êtres humains, mais c'est vrai que c'est horrible de voir tout ce qui peut se passer d'horrible à partir de là. Et donc, donc la vieillesse. Oui, moi j'ai toujours pensé, c'est drôle parce que vous savez, j'ai quand même été élevée par les bonnes sœurs. Hein. Mais oui, c'est vrai, Oui, c'est il faut ça. le dire quand même. Mais oui. Et j'étais très bonne élève avec les bonnes sœurs. Je veux dire que je n'ai jamais été en rébellion contre les bonnes sœurs. J'ai toujours aimé cette façon qu'elles nous ont éduquées. Parce que quand on est dans une école comme celle où j'étais, c'est pas seulement scolaire, c'est une éducation. C'est une colonne vertébrale qu'on nous donne. Et malgré ça, beaucoup de gens pensent que quand on a été dans une école privée comme ça, et en plus confessionnelle. Et puis vous êtes très croyante aussi. Oui. Oui, mais moi, ma croyance, elle est quand même un peu directe de moi. De moi à Dieu, de vous à Dieu. Les intermédiaires. Il n'y en a pas. Vous discutez directement. C'est vous. direct. C'est direct, d'accord, c'est bien. Moi, je parle avec l'univers, vous parlez avec Dieu, chacun fait comme il peut. Et donc très vite, j'ai découvert la liberté sexuelle, ça c'est sûr. Mais la liberté sexuelle très, comment dire, très hygiénique. Quand quelqu'un me plaît, il me plaît. Et puis, il n'y a aucune raison de dire non quand on a envie de dire oui. D'ailleurs, vous avez quand même dit, vous l'avez écrit dans votre livre, que vous avez toujours été infidèle. Sauf avec Roger Vadim. Oui, avec Vadim, c'était fini, l'infidélité. J'étais infidèle dans la mesure où j'avais des désirs et que je n'ai jamais refusé d'aller là où mes désirs me menaient. Alors c'est vrai que c'est un chemin de connaissance. Et c'est vrai qu'on se réveille souvent le matin en se disant « Bon, c'était pas nécessaire. On va rentrer tranquillement à la maison. » Mais j'ai toujours trouvé... j'ai grandi avec ça. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris sur les hommes, mais j'ai appris sur moi aussi beaucoup. C'était vraiment une école. Enfin, attendez, il ne faudrait pas non plus faire croire que on comprend bien ce que vous voulez J'étais dire. simplement libre, une femme Oui. libre. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Vadim, il était très étonné parce qu'il pensait que j'étais, comme vous, une intellectuelle un peu. Parce que quand même, j'ai commencé ma vie d'actrice avec Madame Michemo, dont on me voyait à la messe. Oui. Alors évidemment, les gens pensaient que voilà, c'était ça mon univers. Mais c'est ça, comme disait Laurent Terzieff sur le théâtre, c'est ça et ça. Moi, je pense que je me suis jamais laissée enfermer dans un système, jamais. Et même si j'ai découvert la fidélité avec Vadim, c'est parce que la fidélité, à ce moment-là, me rendait absolument épanouie, heureuse moi-même. Vous étiez pleine, en fait. Pleine. Je n'avais aucune raison d'être infidèle. Quand j'étais infidèle, c'est parce que je cherchais quelque chose. Lui aussi, d'ailleurs. Lui aussi, parce que quand j'ai rencontré Vadim, tout le monde pensait que je rencontrais un libertin qui avait toutes les femmes à ses pieds. Mais lui aussi était à la recherche d'une femme un peu idéale. Vous savez que ma belle-mère, je vous emmène sur les chemins vicinaux. Allons-y. Ma belle-mère, la maman de Vadim, au bout de quelques mois que je vivais avec lui, elle m'a dit cette phrase que pas beaucoup de belles filles entendent de leur belle-mère. « Ma petite fille, je te remercie, tu m'as rendu mon fils. » Oh, ça alors. Mais dis donc, c'est énorme. Mais c'est énorme. Et ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'elle voyait son fils comme elle avait toujours voulu le voir. Non seulement voulu, mais enfin, il était arrivé à être ce qu'il était. Et qu'elle savait, elle, en tant que mère, qu'il était. C'est pas parce que j'étais mieux qu'une autre, mais c'est parce qu'on était fait pour être ensemble. Alors, on a passé plein d'étapes parce que j'aimerais bien quand même que vous... alors, on va reprendre sur une petite chose, c'est comment vous rencontrez Vadim. Parce que ça aussi, l'histoire est assez dingue, parce que vous ne l'avez jamais vu, vous ne connaissez pas.
Vous êtes au Festival de Cognac, vous allez le voir, et c'est Non. vous. Alors, Ah. c'est pas... Oui, C'est alors, pas comme ça, c'est d'abord, pas- il y a le festival de Cognac, il doit durer 4 jours, on va Ouais. voir. Et on était... Après, tout le monde riait parce qu'ils voyaient bien, on était aimantés. C'est-à-dire que chaque jour, on était un petit peu plus près l'un de l'autre. On essayait de s'asseoir à côté, dans les projections, à table, au restaurant, partout. Et le dernier jour, on était très nombreux dans ce jury. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait une énorme, grande table ronde et tout le monde était là avec son papier et son crayon pour les films. Mais les films, je vais vous dire, on en était très loin. Alors moi, j'avais Vadim à côté de moi. Et au bout d'un moment, je prends mon papier et je lui dis, êtes-vous obligé de rentrer à Paris directement? Oui, non. Non, mais c'est dingue déjà. Et après, petite flèche ensuite, si c'est oui, tant pis. Si c'est non, est-ce que vous m'accompagnez? Je joue demain à Jean. Est-ce que vous voulez m'accompagner? Oui, non. Et je lui passe le papier. Non, mais c'est dingue. Et il me rentre. Je ne rentre pas à Paris, je vous accompagne, oui. Et non seulement en plus il va vous accompagner, mais vous en plus vous avez décidé de ne pas aller tout de suite à Agen, vous allez l'emmener dans votre maison Oui, de famille. dans ma maison de famille. Je voulais qu'il voit cette maison qui, quand même, voulait dire quelque chose de très fort dans ma vie. Et qui est toujours là, d'ailleurs, elle existe toujours, parce que ma sœur a eu la bonne idée de la garder. Et enfin, je pressentais, il s'était encore rien passé entre nous, hein, mais je pressentais une grande histoire. Une grande histoire. Alors quand vous parlez de, parce que juste avant vous avez parlé de liberté, vous étiez une femme libre, vous étiez une femme libre aussi dans la manière de vous penser, parce que par exemple j'ai retrouvé une interview de vous dans les années 80 où vous dites déjà, par rapport à votre corps, vous parlez des réalisateurs français et vous dites, moi je suis comme je suis. Et même si j'ai 5 kilos en plus, eh ben c'est comme ça, il faut me prendre comme je suis. C'était quand même extrêmement contemporain et moderne, déjà, de vous penser comme ça, de vous sentir bien et à l'aise dans votre corps déjà comme ça. Oui. Mais enfin, c'est quand même un problème, hein, pour les actrices, quand même. Ce regard tellement sévère. Je me rappelle d'une couverture que je faisais pour Elle, juste après le film de Woody Allen, je crois. Oui. Et il y avait dans la pièce, il y avait un nombre incroyable de tenues. Je suis rentrée dans la pièce et je me suis dit, il n'y en a pas une qui va m'aller. C'était évident. Et elle savait comment j'étais, la journaliste, elle le savait. Ouais. Elle me connaissait. Et je regardais tout, je disais, mais il n'y en a pas une. Donc c'était vraiment pour m'humilier. Je ne suis pas mannequin. Je ne faisais pas une couverture pour vendre un vêtement ou une idée. Je faisais une couverture en tant que Marie-Christine Barrault. Et on a eu un mal de chien et on a fini par trouver, mais après m'avoir essayé, je ne sais pas combien de vêtements. Et ça c'est quelque chose à quoi les actrices doivent s'attendre. Je veux dire, il faut être en acier pour être actrice et pour supporter tout ça. Bien sûr. Parce que ça c'est un peu marginal par rapport au métier d'actrice. Mais n'empêche que ça peut tout d'un coup vous faire du mal. Mais oui, alors qu'est-ce qui faisait que vous, quand même, déjà, vous disiez, ben moi, il faut me prendre comme je suis? Parce qu'il faut avoir un sacré caractère ou avoir travaillé sur soi. Quand j'ai annoncé à ma famille que je voulais être actrice, et moi j'avais quand même une famille d'acteurs, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, Ouais. ils ont été anéantis et ils ont voulu m'anéantir en me Oui, ils disant ont été très durs. d'une dureté épouvantable. Et entre autres choses, Madeleine Renaud m'a dit, en tout cas, ne compte pas faire du cinéma avec le physique que tu as. J'avais 18 ans. Et c'est vrai que j'étais pas le canon de l'époque. Je veux dire, j'étais pas monstrueuse, mais j'étais pas le canon de l'époque. D'abord, je savais pas m'habiller autrement qu'avec l'uniforme du cours du Panlou en bleu marine avec un petit col blanc. Il a fallu, bon, je veux dire, mais René Simon, qui était mon professeur, il a tout de suite décelé une vraie personnalité chez moi, puisqu'il m'a jamais fait payer le cours, alors qu'il faisait payer tout le monde rubis sur l'ongle. Et moi, il m'a dit, on verra pour toi. Et puis, je suis rentrée au conservatoire. Donc Puis il y a votre beau-père aussi qui a dit, c'est un métier de pute. C'est une pute. Tu ne vas pas être actrice, les actrices, c'est toutes des putes. Mais là, j'avais que 15 ans, alors j'ai eu le temps quand même de réfléchir. Mais quand elle m'a dit ça, à la fois, ça m'a fait rire, et en même temps, je me suis dit, bon, elle me dit ça, parce que effectivement, je ne suis pas dans les canons absolus de l'époque. Des filles maquillées, ravissantes et tout ça. Mais en même temps, mon premier film, Ma nuit chez Maud, Romer, il avait vu toutes les actrices qui avaient l'âge de jouer le rôle. Et quand il m'a vu, il m'a dit, c'est mon dernier scénario, je vous le donne. Vraiment, je voudrais que vous le fassiez. J'ai même pas fait d'essai, parce que je me suis dit, ce genre de rôle-là, il y aura des rôles qui seront pour moi.
Justement, du fait de ma différence. Bien Enfin, sûr. ma différence. Non, Elle votre n'était pas si oui. grande que ça, ma Non. différence. Mais disons que le fait que de ne pas être dans le moule, moi, je trouve que c'est très important de ne pas être dans le moule. Mais oui, c'est très important. Mais alors, comment on fait justement pour s'apprécier quand on n'est pas dans le moule? Parce que j'ai l'impression que ça, c'est votre force. Parce que moi, je pense que j'ai quand même une étoile. Je pense que c'est mon père que j'ai perdu jeune. Je pense que c'est mon père qui est quelque part et qui se dit, j'ai pas pu faire mon rôle de père de mon vivant. Alors je vais le faire de là où je suis et je vais lui envoyer la force. Chaque fois qu'il m'arrive un truc, j'ai la force en face pour vaincre cette chose. Et j'ai l'impression vraiment que je voyais assez bien. Enfin, j'étais comme tout le monde, adolescente. Hein, j'avais besoin de me rassurer. Mais je pensais qu'il y avait une force en moi, une force intérieure, qui de toute façon pourrait s'exprimer, et que le corps, après tout, eh ben, il allait suivre. Alors, bien sûr, je n'étais pas en admiration, je n'étais pas dans les astres de la beauté, mais je pensais que j'avais quelque chose à dire. Mais de toute façon, la première fois que j'ai tourné pour la télévision, j'ai été voir les Rushs, et il y avait un gros plan de moi, et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me suis dit, mais elle est idiote, ma tante et ma reine, elle est idiote. Je suis éminemment photogénique. Et la photogénie, ça dépend de personne. On ne sait pas pourquoi, c'est un cadeau. Vous avez pleuré d'émotion. J'ai pleuré d'émotion. Ouais. Je me suis vue sur l'écran. J'ai dit, bon, je ne sais pas si je vais être une grande comédienne, on va faire en sorte d'être une bonne comédienne, mais la photogénie, je l'ai. Alors, vous avez même posé dans lui. Ah oui, alors j'ai posé dans lui, absolument. Mais oui. Et elles sont jolies, les photos de lui. Elles sont très jolies, très soft. Ah, j'ai beaucoup hésité. Un jour, un photographe est venu me photographier pour un magazine. Et il m'a dit, mais vous devriez faire des photos pour lui. J'ai dit, oh, vous n'y pensez pas? Madame Saint-Maurice, ma professeure, elle va mourir. Et même mes parents et tout, enfin ma mère. Et puis j'ai bien réfléchi, parce qu'à l'époque, c'était avant Cousin-Cousine. Et à l'époque, j'étais encore dans cette image de Manu Chemo, la jeune fille catholique et tout. Parce que j'entendais dire qu'il y avait des rôles qu'on ne me proposait même pas parce qu'il y avait un baiser. Je ne parle même pas d'une scène de lit, mais un baiser. S'ils saviez qui vous êtes, Alors je me disais, jamais je vais rester dans des rôles de bonne sœur, c'est pas possible. Et donc j'ai fait ces photos. Et je me rappelle que mon fils, à l'époque, il devait avoir une dizaine d'années. Je me suis dit, il faut qu'il les voie, ça c'est indispensable. Et il a regardé, il a fait, oh, bah, c'est joli maman, on dirait que tu es sur la plage et tout. Je veux dire, il n'y a eu aucun souci. Et non, mais elles sont vraiment jolies. Puis juste après, on m'a proposé Cousin-Cousine, où là, pour le coup, je n'avais pas besoin d'être nue, mais on montrait quand même une femme qui se libérait. Oui, complètement. Complètement. C'est d'ailleurs pour ça que le film a marché. C'était tellement jubilatoire important, de voir cette femme qui se libérait. La liberté quand même dans vos choix de rôle. Ah oui, non, mais ça, je pense que la liberté, pour moi, c'est au-delà de... La liberté, l'indépendance, c'est au-delà de tout. Et la non-culpabilité. Ça, c'est... Bah, quel choix, parce que la liberté, l'indépendance et la non-culpabilité... Mais c'est là-dessus que ce sont mes moteurs. Ah oui. Ce sont mes moteurs. Mais comment vraiment. on ne culpabilise pas? Alors, ben, il y a eu cette chose que je raconte dans mon livre qui est très, très belle avec mon beau-père. Oui. J'avais un beau-père que vraiment, je ne portais pas dans mon cœur. Mais ce n'était pas de sa faute, le pauvre. Enfin, le pauvre. C'était pas de sa faute, mais c'était la situation. Et il avait pris la place de mon père. Mon père était mort dans des circonstances... Vous avez 14 ans quand votre papa meurt. Mort, mais surtout, il avait été malade. Et puis, personne ne s'occupait de lui. C'était mon beau-père. Enfin, c'était horrible. Il y avait une espèce Puis de... vous, on ne vous l'a même pas dit. On ne disait horrible, rien. C'était horrible. les Donc, années 50-60. mon beau-père et ma mère, d'ailleurs, Oui, aussi. oui, oui. Ils étaient dans le même bateau. Et vraiment, j'étais tellement en colère contre eux. Et là-dessus, mon beau-père est mort. Et enfin, il a eu un cancer. Il est mort. Et j'ai reçu une lettre de lui qui m'a écrite 2 jours avant de mourir, sur son lit de mort, où il n'arrivait pas à écrire. Je l'ai toujours, la lettre, hein, je la garde. Dans tous les sens, il écrivait comme ça. Et il me disait qu'il me faisait comprendre dans cette lettre qu'il savait toute la colère et même l'animosité que j'avais contre lui, qu'il fallait surtout que j'oublie tout ça, que la seule chose qui comptait, c'était que je réussisse ma vie, et qu'il savait que sous des dehors durs, j'avais un grand cœur. Et voilà. Et il est mort en me laissant cette lettre. C'est magnifique. J'ai passé mon bac très peu de temps après. Le sujet de philo, c'était « Le sentiment de culpabilité a-t-il une valeur morale ?» J'ai fait un devoir, on nous avait appris thèse, antithèse, synthèse. Oui. J'ai fait un devoir thèse, uniquement thèse. La culpabilité, ça nous met dans le mur, ça nous empêche de vivre. Et tout ça. J'ai eu 14. Je devais avoir une telle force de conviction,
la culpabilité, elle a disparu de ma vie. C'est un cadeau inouï du destin. Oui, bien sûr. De mon beau-père, en oui. l'occurrence. J'aurais peut-être passé des années à me dire, mon Dieu, mais quelle horreur, je n'ai eu que de la haine pour lui, alors que lui, il avait envie de m'aimer, tout ça. Mais cette lettre, elle a effacé tout. C'est extraordinaire. Et je vous jure, et Vadim, alors il riait toujours, il me disait, est-ce que je ne pourrais pas essayer de te rendre un peu coupable? Et même sur c'était des conneries, des toutes petites choses. Je dis, non, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Vous avez joué à une époque, finalement, où le regard des hommes faisait loi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont dérangé? Et est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, que finalement la génération n'accepterait plus? C'est affreux parce que je suis obligée de dire que je n'ai ressenti aucun malaise, ni harcèlement, ni quoi que ce soit dans ce métier. J'en finis même par être presque un peu vexée en me disant je devais être trop moche. Mais quand je dis ça à ma fille, elle me dit oui, mais c'est parce que tu as du caractère. Ouais. D'abord, déjà, je réponds qu'il vaut mieux en avoir pour faire le métier que je fais. Parce que vous avez une réputation d'être un peu rude quand même. Je peux l'être. Ouais. Et je vais vous raconter une histoire. Je peux la raconter maintenant parce qu'il est mort. Un dimanche, on m'appelle, Claude Berry m'appelle. Oui. Et me dit, écoute, est-ce que tu peux me sauver? Demain, j'ai une scène, l'actrice qui devait faire une petite scène, mais tu verras, ça sera bien et tout. Elle nous a lâchés, est-ce que tu peux venir demain matin? Bon, Claude Berry, je le connaissais un tout petit peu, mais pas plus que ça. J'arrive le lendemain matin, donc, pour tourner cette scène. C'était une scène d'une infirmière, c'était ce film, j'ai oublié le nom, mais dans lequel il a des problèmes sexuels tout le temps. Ah, la débandade. Je crois que c'est ça. Voilà, la débandade. Et je faisais donc une infirmière, bon. À l'écriture, il n'y avait rien de spécial, on me maquille et tout, et je passe à l'habillage et on me met une blouse blanche. Et la blouse blanche, je dis, écoutez, elle est un peu courte, la blouse, on ne peut pas la mettre un peu plus long? Non, c'est bien comme ça, c'est joli comme ça et tout. Bon, on commence à répéter la scène, il est dans son lit, et moi, je fricote dans la chambre et tout ça, et il me dit, bon, je comprends en fait que la seule chose qui l'intéresse, c'est que je me penche et qu'on voit mon cul. D'accord. Et je lui dis, mais non, ça ne m'intéresse pas, ça ne va pas du tout. Mais si, tu vas... J'ai enlevé la blouse et je suis partie. Je n'ai pas tourné la scène. Donc évidemment, je me suis mis mal avec Claude Berry jusqu'à la fin de mes jours, mais ce n'était pas très grave. Mais je n'ai pas accepté cette situation. Vous avez dit que vous avez fait... En fait, le choix de vos rôles, c'est quand même des choix féministes, quelque part. Ah, mais complètement. Ou soit en jouant des personnages féministes, soit en jouant des gens en ce moment victimes. au théâtre. Ah ben oui. Puis là, je viens de jouer quand même Gisèle Halimi pendant 1 an. Oui, c'est ça. Ah ben et là, oui. Marthe Gauthier maintenant. Oui, Marthe Gauthier. Qui a découvert la trisomie 21. J'ai joué Marie Curie. Enfin, je veux dire que je suis très attirée par pas forcément des héroïnes, mais par des femmes qui mènent leur destin. Voilà, parce que c'est quand même mon idée fixe, moi. C'est de ne pas... de tirer les ficelles, quoi. Alors, on peut jouer aussi des victimes, hein, c'est intéressant de jouer des victimes, j'en ai joué, mais justement pour les dénoncer. Ah non, mais ça, c'est quand même... c'est fou, parce que c'est pas si facile de mener une... je peux même pas dire carrière, parce que j'ai pas l'idée de carrière, mais de mener un chemin jusqu'au bout, c'est pas si facile. Et puis, vous vouliez ces rôles forts de femme, quand même. Je voulais ça. Voilà, ce que je voulais surtout, c'est que ma vie de femme et ma vie d'actrice se tricotent ensemble. Ce que je voulais, c'est que c'est parallèlement, plus que parallèle, que ça s'imbrique l'un dans l'autre, que ma vie d'actrice m'aide dans ma vie de femme et que ma vie de femme enrichisse ma vie d'actrice, que les deux s'enrichissent. En fait, mes choix de rôle, ils étaient un peu déterminés par ça. Par exemple, je me souviens quand mes enfants étaient adolescents, on me proposait des rôles de mère d'adolescente et je disais oh, c'est bien parce qu'à travers ce rôle, je vais peut-être mieux comprendre ma relation avec mon fils qui est un peu difficile en ce moment. Et puis quand je me voyais avec mon fils, je dis tiens, ça va me servir pour le rôle, ça. Je voulais vraiment trouver une cohérence constante entre mon métier et ma vie. Et je crois que j'ai réussi. Oui, j'ai l'impression. J'ai réussi. Comment vous avez fait, vous qui êtes très pieuse, si je peux me permettre, avec l'histoire de l'abbé Pierre? Mais je ne suis pas pieuse. Ah. Je ne suis pas pieuse. Je suis croyante, mais je ne suis pas très pieuse. D'accord. Ah non, l'abbé Pierre, ça m'a fait un coup quand même. Parce que moi, j'ai eu une une journée avec l'abbé Pierre. Parce que je faisais partie de l'association de l'abbé Pierre pour le logement, qui est une association extraordinaire, ouais. qui fait un travail d'enfer. Et donc, très peu de temps avant sa mort, j'ai été là-bas dans la banlieue, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai passé l'après-midi avec lui. Ensuite, il m'a dit, je vais dire la messe.
il a poussé, il était très très âgé, hein. Il a poussé les livres, on lui a apporté ce qu'il fallait pour dire la messe. Moi, j'ai dit les textes avec lui de la messe et tout. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit, j'ai l'impression d'avoir rencontré le Christ et d'avoir passé une soirée avec les premiers chrétiens autour du Christ, tellement j'étais dans un autre monde. Alors évidemment, apprendre tout ça. Mais non, là, j'ai eu un choc, là, un très grand choc, surtout quand moi j'étais très proche de tous ces gens qui travaillaient avec lui. On était vraiment... quand il venait à une réunion, je veux dire, on avait tous l'impression d'être soulevés de terre par cet homme de foi. Pourquoi je vous dis que le sexe, ça fout la merde? Alors, il y a deux choses. Vous parlez très très bien de sexe, et alors vous parlez très très bien de la mort aussi. Parce que la mort a quand même fait partie complètement de votre vie, puisque votre papa meurt, vous avez 14 ans, vous allez perdre Roger Vadim, qui était votre amour, si je peux dire, l'homme de votre vie. Vous allez rester avec lui jusqu'au bout du bout du bout. Je suis morte avec lui. Physiquement, je suis morte avec lui. Pas mentalement, mais physiquement, je suis morte avec lui. Je ne pensais pas que c'était possible de vivre ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu de la force pour survivre. Je l'ai accompagné. Quand on dit son dernier souffle, c'est vraiment son dernier souffle. J'avais mis sa main sur mon ventre et quand il a commencé à respirer de façon irrégulière et tout, j'ai respiré avec lui, respiré avec lui, respiré avec lui. La même respiration irrégulière jusqu'au moment où la sienne s'est arrêtée. Et j'ai vraiment eu l'impression d'enfanter sa mort. Mais oui, c'est drôle parce qu'en même temps, vous dites j'ai enfanté sa mort et en même temps, vous dites je suis morte avec lui. Non, non, je suis morte. J'ai l'acte de mourir. Ouais. Je ne suis pas morte, mais j'ai fait l'acte de mourir avec lui. Je ne pouvais pas aller plus loin. J'ai accompagné vraiment jusqu'au bout. Mais la mort a toujours fait partie de ma vie parce que quand même, à 14 ans, ayant vu mon père, en plus malade, très malade, malheureux comme c'est pas possible, abandonné, enfin bon, horrible. Et quand vous avez 14 ans et que vous perdez votre père, vous êtes bien obligé de vous demander ce que c'est que la mort, ce que c'est que la vie, qu'est-ce qu'on fait là, quel sens ça a, tout ça. Au moment où vos petites camarades ne pensent qu'à aller danser et séduire le petit copain, moi j'étais devant ce mystère insondable qui est la mort. Ensuite j'ai perdu mon beau-père, même si j'avais des rapports difficiles avec lui. Quand même, je l'ai vu mourir aussi. Après, bon, j'ai perdu ma grand-mère, bon, j'ai perdu, après, il y a des gens qui sont morts autour de moi et des gens que j'aimais beaucoup. Et puis, Vadim, c'était vraiment... Je ne pouvais même pas imaginer, quand je vivais avec lui, qu'un jour il allait mourir. Enfin, c'est idiot de dire ça. Mais je crois que le fait d'avoir pu aller comme ça jusqu'au bout avec lui, ça m'a aidé quand même. Moi, je ne vous dis pas, j'étais en morceaux quand même. Hein, parce que là, j'ai l'air comme ça d'avoir traversé tout ça avec des ailes. Mais j'étais en morceaux. J'ai mis quand même du temps. Cette fameuse joie que j'ai essayé de ne pas perdre. Mais c'était un combat quand même. Oui, parce que quand même, sur la mort, vous dites que vous avez pu traverser les douleurs tellement fort et que finalement, vous vous êtes retrouvés vous-même. On traverse tous des deuils. Alors, comment on fait cette force que vous avez? Est-ce que vous pouvez nous la donner, nous l'expliquer? Alors d'abord, il y a une chose, c'est que là, on oublie la religion. Hein, oui. Mais j'ai eu le sentiment, surtout avec Vadim, que quand vous avez aimé quelqu'un à ce point-là, et qu'il meurt, c'est comme si vous continuiez à avoir une relation avec lui dans un autre univers, l'au-delà. C'est comme s'il vous tenait la main, vous lui teniez la main. Ça donne beaucoup d'espace, beaucoup d'espace. Et ça n'a rien à voir avec la religion, ça. Je pense que quelqu'un de totalement laïque, civil, peut ressentir ça. Je le comprends parce que moi, je ressens mon père. Mais oui, plus là. Mais c'est ça, c'est-à-dire, je disais, mais vous vous rendez pas compte, c'est comme si on a des relations dans la vie, mais là j'ai une relation avec quelqu'un qui est dans l'au-delà. Ça vous pose quand même, ça vous donne une élévation et aussi j'ai eu l'impression aussi que tout dans ma vie devait avoir encore plus de sens, de grandeur, parce que j'avais vécu quelque chose de tellement exceptionnel qu'il fallait que je sois à ce niveau-là. Donc c'était un travail. Je me suis retrouvée devant un travail de garder la joie et d'être toujours au-delà de tout ce qui était petit pour rester dans cette relation exceptionnelle. Donc ça m'a aidée à vivre parce que c'était un travail qui m'a beaucoup occupée.
et qui m'occupe encore. D'ailleurs, vous dites que vous détestez le mot et moi aussi, faire son deuil. Oh, bon, c'est pas que je le déteste, c'est que ça veut rien dire. Ouais. Ça veut rien dire faire son deuil. D'abord, il y a une chose, je ne sais pas si tout le monde le ressent comme ça, mais il y a une chose. D'abord, il y a une première chose que j'ai ressentie parce que j'avais joué tellement de scènes de mort, quand quelqu'un meurt et qu'on vous dit, Oui. alors tu pleures et tout ça. Et que j'étais incapable de pleurer quand Vadim est mort. C'était comme si on m'avait soufflé de l'intérieur. Vous savez, les pompes à vélo, c'est comme si on avait enlevé tout l'oxygène qui était en moi et que j'étais comme une espèce de vide comme ça. J'ai pleuré après, mais sur le moment, je ne pouvais pas pleurer. Et faire son deuil, ça ne veut rien dire parce que quand quelqu'un vient de mourir, il est encore là, de façon presque charnelle. Et puis, quelquefois, mais 10 ans après, tout d'un coup, on a un coup au cœur en disant « Mais il n'est plus là, il ne sera plus jamais là. » Et c'est presque plus fort encore que ce qu'on a vécu 10 ans avant. Donc, c'est absolument pas chronologique. Bien sûr. C'est quelque chose qu'il faut apprivoiser aussi. Mais je vous dis, je crois que ce qui m'a sauvée, c'est la curiosité. Je suis contente parce que quand je jouais Gisèle Halimi, à un moment donné, c'est basé sur tout ce qu'elle a dit, le texte, et elle dit, on croit que je suis très courageuse et tout, pas du tout. Moi, c'est la curiosité qui me mène. J'ai dit, mais c'est comme moi. Et moi, j'avais la curiosité de savoir, parce qu'on dit toujours, ah, Marie-Christine, elle est solaire, elle est heureuse, voilà, c'est merveilleux. Voilà. Et je dis, on va voir au pied du mur, alors que tu viens de perdre l'amour de ta vie, comment tu vas t'en sortir. Et j'avais une telle curiosité de voir comment j'allais m'en sortir que c'était un moteur aussi. Alors le moteur aussi, c'est qu'il va vous dire, comme ça, il va vous susurrer des mots, ou il va vous parler de vos cahiers de vacances. C'était génial, ça. Racontez-nous ça. C'était 2 jours, c'était la veille ou l'avant-veille de sa mort. Il n'arrivait pas à dormir. Je dormais à l'hôpital avec lui. Et il n'arrivait pas à dormir très tôt le matin, comme ça. Et on a eu une conversation et je lui ai demandé s'il avait des regrets, des choses qu'il aurait aimé faire et qu'il n'avait pas eu le temps de faire et tout ça. Bon, il m'a parlé de certaines choses de l'an 2000. Il était très curieux de savoir comment l'an 2000 allait se vivre. Il m'a parlé de... Oui, parce qu'il va mourir en 2000, le 11 février 2000. Le 11 février 2000 à midi. Oui. Et puis après, il me dit, et toi? Alors moi, je dis, moi, j'étais en train de commencer un livre sur nous, mais surtout, il m'avait écrit des chansons. Ouais. Et on avait répété un peu avec lui, et les chansons commençaient à être prêtes, et je voulais qu'on en fasse un spectacle. Donc, je lui parlais des chansons, tout ça. Et c'est là qu'il m'a dit cette chose. Il me dit, tu vois, je pars en te laissant les devoirs de vacances. Je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de femmes qui entendent ça, de l'homme qu'elles aiment et qui va mourir. Là, il m'a fait une feuille de route. Oui, c'est ça. Une Et feuille vous de l'avez bien faite, vous l'avez écoutée, vous avez fait vos devoirs de vacances, Ouais. parce que là, j'ai retrouvé une chanson que je trouve merveilleuse. J'ai pas arrêté de l'écouter en boucle. Je la trouve tellement belle. Ah bon? Les femmes ont toujours raison. C'est celle-là. Ouais. Quelle que soit la saison, les Les femmes femmes ont toujours raison. Au J'adore. printemps, en été, en automne, en hiver, aujourd'hui et demain, c'est certain. Les femmes ont Toujours raison. C'est merveilleux. Elle n'avait pour lui plaire que ses yeux bleus et verts, vert d'un vert pervers qu'elle a fait. C'est pas mal. Elle avait pour le tuer un couteau, un pistolet, Tolé. un grand bol de lait. Il aurait dû paniquer. Mais n'a pas de justice, quelle que soit la saison. Saison. Les femmes ont toujours raison. On Au coupe. printemps, en été, en automne, en hiver, aujourd'hui et demain. Voilà, c'est Oh, merveilleux. mais je suis contente de la réentendre. Elle est merveilleuse. Et elle est très contemporaine. C'était difficile émotionnellement. Bien sûr. Parce qu'il est mort en février. Je crois que la première fois que j'ai chanté, c'était en avril ou quelque chose comme ça. Mais j'avais Jean-Marie Seignac qui a fait la musique et qui m'accompagne au piano. Et il était tellement avec moi, il m'a tellement porté. Mais ça m'a beaucoup aidé quand même, beaucoup, beaucoup. Alors, il y a une autre chose qui vous a beaucoup aidé. Et alors, j'ai vérifié, c'est que vous êtes, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de dur dans votre vie, vous êtes au théâtre. Même pour Vadim,
Pendant 2 jours, vous n'êtes pas au théâtre, mais vous décidez de continuer la tournée. J'ai annulé seulement une date, C'est ça. Alors, le j'ai jour même vérifié. de sa mort. Alors, vous dites, alors, alors attendez, il se passe 2 jours entre la messe et l'enterrement, mais vous À tenez Nîmes. à continuer la tournée. Vous jouez un barrage contre le Pacifique, inspiré du texte de Marguerite Duras. À la mort, ça c'est à la mort de Vadim. À la mort de Jean-Louis Barrault, vous jouez la Cerisette de Tchekhov. Et je suis à Biarritz. Le jour de votre mariage avec Toscan du Plantier, vous jouez Andorra de Max Frisch. Ben, C'est parce que incroyable. oui, mais la conclusion, c'est que je joue beaucoup au théâtre et que je suis toujours au théâtre. Et que finalement, c'est vrai que le théâtre, ça vous donne une grande force. Parce que les rapports avec le théâtre, c'est étrange, parce que c'est à la fois réel et pas réel, le théâtre. Quand je jouais les 2 jours entre l'enterrement à Paris et l'enterrement à Saint-Tropez de Vadim, je jouais à Nîmes. Et Barrage contre le Pacifique, ça dure 2 heures, 2 heures et quart, 2 heures et demie, je ne sais plus. C'est une grande pièce. Mais pendant ces 2 heures et demie-là, j'ai posé Marie-Christine Barrault quelque part et je suis la mère de, C'est ça, vous n'êtes plus la femme Marguerite qui Duras. souffre, en fait. Et toutes les souffrances, parce que je sais qu'elle en a aussi, la merde, eh ben, c'est plus les miennes. Mais je me souviens que le rideau s'est baissé, je ne sais pas s'il y avait un rideau, les gens, en plus, comme ils savaient ce que je venais de vivre, ils étaient debout et tout ça. Je suis partie, j'ai couru, je me suis retrouvée dans le local à poubelle, parce que je voulais, et je hurlais de douleur, mais je hurlais de pleurs et de douleur. Mais au moins, les 2 heures et demie de théâtre, c'était ailleurs, quoi. Ça vous donne une grande force. Mais je crois que les gens ne se rendent pas compte. C'est comme la douleur. Alors, bon, je pars sur une chose plus légère, mais c'est comme les douleurs. Bon, bah, quand on a 82 ans, on a des douleurs. Hein. On a une sciatique, mais sur scène, on ne les sent pas. Non. On ne les sent pas. Mais on sait qu'elles sont là, mais on ne les sent pas. On a fini, hop, elles sont là. Et alors justement, en parlant des douleurs et de 82 ans, vous avez joué il y a 3 ans, 2 fois de suite, votre mort. Je jouais Voyage à Zurich, Oui. qui est une femme qui va se thanasier Alors, en c'est Suisse. Voyage à Zurich et vous jouez... vous jouez au Festival d'Avignon Un voyage à Zurich et vous jouez Une mort dans la famille à Odéon. Oui, voilà, Et les ça, deux. les deux Ah ben, en alors, même la mort dans la famille, c'était encore pire. Enfin, c'était... Donc non. vous jouez à 2 fois de suite Voilà. votre mort. Oui, eh ben, c'est formidable. J'arrêtais pas de dire, mais je répète. C'est Je ça. répète. Vous répétez votre mort. Quand elle va arriver en vrai, j'aurai déjà une idée. C'est pas dingue de faire ça. Et alors, les actrices et les acteurs, parce qu'on était surtout des actrices sur Une mort dans la famille, elles me disaient, mais ça t'impressionne pas et tout. Ben, je dis, mais non, je répète. Et le voyage à Zurich, pareil, je buvais ma petite potion et c'est là que j'avais rajouté, si tu savais, c'est merveilleux, parce que Oui. c'est quand même l'histoire de ma grand-mère. C'est ça, si tu savais, c'est merveilleux. C'est pour ça que j'ai appelé le Votre livre. grand-mère Marcel. Ma grand-mère, la mère de Jean-Louis Barrault et de mon père, elle est morte en disant, dans les bras de son fils, Jean-Louis, en disant « Si tu savais, c'est merveilleux ». Alors, il me l'a raconté tellement souvent que je sais que c'est vrai. Alors, est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, la douleur était partie ou je ne sais pas. Mais en tout cas, être capable de mourir en disant ça, moi, c'est un peu... j'y pense tout le temps parce que je me dis que pour être capable de dire cette phrase en mourant, c'est qu'on est en accord avec la vie qu'on a menée. Donc, c'est un travail qu'il faut faire pour être en accord avec la vie qu'on mène, pour ne pas être surpris en mal. Là aussi, j'ai une curiosité, j'aimerais bien savoir comment je vais mourir. Mais je ne suis pas pressée. Hein. Et puis il y aura tous vos petits-enfants. Vous avez 7 petits-enfants. Moi, j'adorerais mourir quand on me parle de gens qui sont morts avec leur famille autour d'eux et leurs descendants et tout. Déjà, sans mourir, quand je suis avec on a une maison à la montagne et on passe vraiment toujours Noël ensemble, les enfants et les petits-enfants. Et il y a un soir où on va manger la raclette et la fondue à la fruitière, qui est le restaurant dans la cave et tout. Bon. Et il y a une grande table, hein, on est 12 quand même. Bon. Et donc, je suis au bout de la table. Il y a la cheminée derrière moi et il y a tout ce petit monde qui est là. Je les regarde et je fais, ça vient de moi tout ça. Ce sont mes descendants et tout. J'ai une joie, mais vraiment formidable. Je me dis, voilà, ça, on ne peut pas me l'enlever. Alors, j'avais complètement oublié qu'effectivement, j'ai une surprise pour vous. Une autre surprise. Alors, attendez. Vous avez fait beaucoup de théâtre. Alors, il y a des comédiennes qui vous aiment énormément. Marie-Christine. On s'est connus il y a bien longtemps. J'étais Chouette de toute jeune. Lina. Nous avons joué une pièce de théâtre ensemble. Une Nous avons tournée. beaucoup ri, toi et moi. Tu es une des premières qui m'a fait me dire que ce métier apporte ça,
des amitiés, même si on n'est pas forcément de la même génération, mais d'une certaine façon de la même famille. Alors justement, j'ai plusieurs questions. Est-ce que ta vocation est venue du fait que tu avais un grand artiste dans ta famille, même deux, enfin Jean-Louis et Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, ou comme moi, est-ce que tu as été influencé consciemment ou inconsciemment par le fait d'être né plus ou moins dans une forme de sérail du métier, ou pas? Et puis d'où te vient cette peau, hein, parce que tout le monde sait que tu as la plus belle peau de France. Déjà, je te le disais quand j'avais 25 ans, je te disais, mais cette peau, alors tu me disais, il faut mettre telle crème, en briolis, à toutes les sauces. Je m'en souviens, et d'ailleurs, je m'en sers encore. Mais d'où te vient cette peau? Est-ce que c'est ta grand-mère? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que, je sais pas, tu fais beaucoup de câlins, tu te fais masser? Explique-nous un peu. Ça, c'est Gwendoline. Alors, Gwendoline, on lui demande une vidéo, elle pose 40 questions. C'est fini? Oui, c'est fini. Alors, la première question par rapport à Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, c'est évident que, bon, on ne peut pas non plus nier qu'il y ait eu quelque chose d'artistique que je pressentais. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je suis actrice. La raison pour laquelle je suis actrice, c'est le non-dit de tout ce que j'ai vécu quand j'étais enfant et adolescente avec une famille très, très chaotique et qui me faisait poser beaucoup de questions. La mort de mon père, bien sûr, mais sa maladie aussi, la séparation avec ma mère et tout. Oui, vous avez été élevée par votre grand-mère. Oui, oui. Élevée par ma grand-mère jusqu'à l'âge de 8 ans, tout ça. Mais tout ça ne serait rien s'il n'y avait pas le non-dit. On ne parlait de rien. Jamais. Quand à 24 ans, 25 ans, j'ai dit à ma mère, je crois que je vais divorcer, j'ai cru tomber. Elle m'a dit, oh, mais réfléchis bien, ma petite fille, parce que tu sais, un divorce, c'est toujours un drame pour les enfants. Le mot divorce n'avait jamais été prononcé dans la famille. Et donc, ce non-dit a fait que j'ai cherché des réponses ailleurs, particulièrement dans les livres. Je suis une lectrice passionnelle. Et je lisais enfant parce que je cherchais des réponses. Et puis, les textes. Et moi, vous avez beaucoup lu. Je suis actrice au service des textes. C'est pour ça que je fais quand même beaucoup de théâtre et des textes. Et puis, je fais beaucoup de lectures aussi en public. Et tout ça, j'ai une passion pour les textes. Et parce que les textes m'ont donné les réponses que je cherchais. Et donc, le métier d'actrice m'a paru être la seule possibilité de vivre. Le non-dit vous a poussé, vous, justement vous exprimer. À choisir un métier, au contraire, où on dit. On dit plus que n'importe qui. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'outrance du dit. Puis on va chercher des sentiments qu'on n'a jamais connus. Enfin, on est tout le temps dans l'expression. Donc c'est ça qui m'a fait être actrice. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis sûre que je ne me suis pas trompée et que je suis sûre que j'étais faite pour faire ce métier-là. Et la peau. Quant à la peau, ma mère, elle utilisait la crème Nivea, ce qui n'est quand même pas le top du top. Enfin, pardon pour la maison Nivea, mais et elle avait même sur un moment donné, elle a été hospitalisée, je ne sais plus ce qu'elle avait eu, que pas très grave et tout. Elle avait ce teint absolument extraordinaire. Je pense que je tiens d'elle. Et je n'ai jamais fait de choses extraordinaires. Par contre, il y a deux choses qui font la peau. C'est de ne pas aller au soleil et de ne pas fumer. Vous buvez un peu? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Enfin, je bois. Ma fille m'a fait beaucoup rire l'autre jour parce qu'elle était avec un médecin qui lui dit, vous buvez? Elle dit, oh, bah, irrégulièrement, pas à chaque repas. Et le médecin lui dit, mais quand vous buvez un verre? Elle fait, oh bah non. 2 verres? Oh bah non. 3 verres? Oh bah non. Elle lui dit, mais vous êtes alcoolique? Elle dit, mais non, je ne suis pas alcoolique. Je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que je peux, par exemple, chez moi, c'est vrai que moi, je vis seule. Je n'ouvre pas une bouteille pour moi. Jamais, jamais. Mais s'il en reste une, surtout du champagne. Si des amis sont venus, qu'on a ouvert une bouteille de champagne et qu'il en reste, je la finis tranquillement. Mais quand je suis avec des gens, j'aime bien boire. Mais je ne bois pas, je ne suis jamais ivre morte, jamais. Jamais, jamais. Mais je ne me restreins pas. Marie-Christine Barrault, qu'est-ce qui bat aujourd'hui la mesure de votre existence? Eh ben, le sentiment d'être là à ma place. Même comme mère, j'ai de merveilleux rapports avec mes enfants, comme grand-mère, comme actrice, comme amie, d'être à ma place. J'ai beaucoup d'amis, et j'ai des amis plus jeunes que moi, et souvent ils ou elles me parlent de leurs difficultés et tout. J'ai l'impression d'être un peu un repère, que je peux leur donner des repères. Je ne suis pas moi-même un repère, mais je peux leur donner des repères. J'ai l'impression d'avoir bien vécu, d'avoir bien expérimenté la vie. J'ai pas de regrets, encore moins de remords, puisque je n'ai pas de culpabilité.
Et je me réveille chaque matin en me disant, je voudrais absolument jouer la pièce de Beckett, Oh les beaux jours. Je me réveille chaque matin en me disant, ah, la belle journée. C'est extraordinaire, ça. Alors moi, parce que vous êtes tellement comme ça, tellement quand même positive, je me demandais si vous pourriez nous faire passer un message aux femmes qui ne sont pas comme vous. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je ne me réveille pas le matin en me disant oh, « quelle belle journée ». Je me réveille le matin en me disant « oh mon Dieu, que va-t-il m'arriver ?» Vous voyez? Est-ce que vous auriez un message à faire passer, à nous faire passer, à nous les femmes qui ne voyons pas la vie comme vous? Je ne sais pas. Vous savez, quand j'ai mis mes enfants au monde, je me suis dit que la seule chose que je voulais leur apporter, c'était la joie et c'était d'être heureux. Je voulais vraiment leur transmettre ça. Et j'ai assez réussi quand même, parce que je les vois bien, ils sont bien dans leur peau. S'ils avaient été déprimés, par exemple, si j'avais eu... Moi, en face de la dépression, je suis une catastrophe. Je fais, bon allez, remets-toi, mais tu vois, la vie est belle, allez, ça va aller, et tout. Vous pensez que quelqu'un en dépression, si ça l'aide d'entendre ça? Non, pas du tout, ça je vous le dis. Je suis incapable d'aider quelqu'un à aller mieux s'il est déprimé. C'est ce que je dis à la fin de mon livre. C'est que plus ça va en vieillissant, plus l'important, ça n'est pas de faire, mais c'est d'être. Et comme actrice aussi. Moi, je suis beaucoup moins traqueuse qu'autrefois quand je monte sur un plateau, parce que je dis, je vais simplement être là avec le texte qu'on me donne, mais être. Mais dans la vie aussi, être là, être présent à chaque moment, vivre chaque moment. Mais il y en a qui sont plus drôles que d'autres. Hein. Je veux dire qu'aller passer une mammographie, c'est pas rigolo, hein, ça vous fait mal. Et si après on vous dit, moi j'ai eu un cancer du sein, on vous dit, vous avez un cancer du sein, ah bon, j'ai un cancer du sein, ah bon. Mais je l'ai vécu très bien, mon cancer du sein, c'est affreux. Non, dites pas que c'est affreux, mais vous l'avez vécu très bien parce que vous Très bien, j'ai dit, ben, c'est un cancer, bon, il est très grave, non, bon, ben, alors allons-y. Et je me rappelle que quand je devais faire, là, j'ai pas eu de chimio, hein, parce qu'il n'était pas très grave, mon cancer du sein. Enfin, j'ai eu la radiothérapie. Et j'étais en plein mois de juillet, j'avais tous les festivals. Et je disais, alors, je suis arrivée à la clinique, j'ai dit, bon, écoutez, ne me demandez pas d'être là tous les jours à la même heure, c'est impossible, hein, parce que demain, je suis à Biarritz, après-demain, je suis là. Alors, demain, je viendrai tôt le matin, parce que j'ai un avion après pour aller à Biarritz. Mais après-demain, en revanche, je viendrai plutôt en fin de journée, parce qu'il faut que je revienne de Biarritz. Mais j'en ai fait vraiment une espèce de... Oui, c'était entre moi et moi. Ouais, une manière de voir la vie. C'est fou. Quand vous parliez de votre cancer, justement, vous faites partie, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'une vidéo de l'association Cœur et Recherche. Vous l'avez vu? Je l'ai pas vu encore. Ah ben alors, je vais vous montrer, justement. Parce que Mesdames est aussi partenaire. Il y a aussi Maïtena Biramin dedans et Alexandra qui est dedans. Il y a toute l'équipe de Mesdames. Et Gwendoline. Et Gwendoline est dedans. Même moi, on me voit un moment. Je suis ménopausée. Tu as été victime de violence. Vous êtes enceinte? Tu fumes? Tu as du diabète gestationnel? Tu as de l'endométriose? Je suis stressée. Tu prends la pilule? Ton cœur est concerné. Le cœur des femmes nous concerne tous. La santé cardiaque chez les femmes, c'est à toutes les étapes de la vie. Exigez un bilan cardiaque auprès de votre généraliste. Dans 80% des cas d'infarctus du myocarde, les femmes ont une douleur thoracique. Écoutez-vous, appelez le 15. C'est bien, hein? C'est bien. Et les maladies cardiovasculaires, une femme, c'est la mort la plus répandue chez les femmes. Et on ne le sait pas. C'est pour ça que pas. c'est si important d'avoir fait ce clip, parce qu'on ne le sait pas. Chaque fois qu'on parle de maladies du cœur, on pense aux hommes. Non, alors on ne pense pas aux femmes. Bien sûr. C'est quoi le mot de la fin? Ah, mon Dieu, c'est quoi le mot de la fin? Merci d'abord, déjà. Mais quand même, mon mot préféré dans la langue française, puisque c'est ma langue, c'est oui. D'accord, oui. Oui. Et je pense que... Alors ça, c'est une attitude dans la vie. C'est de dire oui. Et le oui apporte toujours quelque chose. Le oui apporte des événements, des gens, des sentiments, des émotions. Le oui, c'est la vie. Le non, c'est le renoncement. Il ne faut pas renoncer. Mais j'ai les larmes aux yeux. C'est votre oui. Parce que moi, j'ai passé ma vie à dire non, je ne sais... Alors oui. Alors je vais dire oui. Moi aussi. Et merci. Merci. Merci beaucoup. On doit faire une photo ensemble. Alors regardez. Est-ce que là, ça vous va? Il faut qu'on soit belle quand même. Hein. Enfin, moi non, je peux... non. Je vous embrasse. Ouf. Merci Mais vous beaucoup. êtes adorable, vous. Mesdames,